en France, aux États-Unis. Parce qu'en France, c'était toujours sous l'auspice de l'ancienne sociologie de Marcel Mauss, de Durkheim et Wittgenstein, alors que lui, il a ouvert des études sociologiques sur des idées postmodernes, parce que ces courants microsociologiques, on peut les considérer comme postmodernes. Et donc ça a été un choc des cultures, un choc aussi dans la manière de lire les mouvements sociaux et l'idée qu'une société se fait d'elle-même. Et donc à partir de là, il a commencé à émerger. Il était marginalisé complètement, on ne le connaissait pas. Et à partir de là, il a commencé à avoir un nom parmi le public français, parmi aussi les intellectuels français. Parce qu'en quittant la sphère théologique et en pénétrant dans le monde sécularisé de la sociologie, de la philosophie, de la psychologie aussi, parce que il a beaucoup aussi travaillé sur la psychanalyse et avec Jacques Lacan, il a fondé l'école freudienne de Paris. Et donc, même dans son livre Histoire et psychanalyse entre science et fiction, il fait ce croisement entre l'histoire en tant qu'événement et la psychanalyse qui peut en quelque sorte rendre compte d'un certain intention collectif quand il s'agit d'étudier l'histoire des peuples, d'étudier aussi la symbolique, les traditions et tout ça. Et en essayant de croiser et de décloisonner aussi les savoirs et d'ouvrir la théologie à la philosophie, à la sociologie, à la psychanalyse. Donc, il a renforcé en quelque sorte l'interdisciplinarité et la pluridisciplinarité qui étaient déjà à l'époque timidement, ils ont commencé mais de manière timide. Donc il a en quelque sorte accéléré ce mouvement interdisciplinaire et pluridisciplinaire. Et les sociologues qui ont travaillé là-dessus, notamment par exemple l'éthique sur les télécommunications, il lui doit beaucoup sur la manière d'introduire la pragmatique des usages et des pratiques dans la communication, dans les nouvelles technologies et tout ça. Donc, il a commencé donc à émerger et se frayer un chemin dans les études en France et se faire un nom. Et donc, ça, si je parle par exemple au niveau européen, alors que chez nous, dans le monde arabe et en Algérie, il n'est pas connu du tout. Et disons, je peux me vanter d'avoir fait connaître Michel de Certeau dans le monde arabe en traduisant ce livre-là, L'invention du quotidien, le tome 1. Il me reste le tome 2, je suis en train de le faire. Et La culture au pluriel aussi qui a été édité, que j'ai traduit en arabe, et aussi 2 essais en arabe aussi, un abrégé de ce travail-là en arabe et un autre essai aussi, c'est un recueil d'articles sur Michel de Certeau. Et ce qui est bien, c'est que aussi l'année prochaine, 2025, c'est le centenaire de la naissance de Michel de Certeau. Il est né en 1925. Et donc, je vais essayer d'organiser ou de penser à organiser des activités pour le faire connaître davantage. Donc, ce livre-là, L'ordinaire et le quotidien, introduction à la théorie des pratiques et des usages chez Michel de Certeau, à l'origine, c'était mon travail académique à l'université d'Aix-en-Provence. Bon, j'avais fait un double cursus. J'avais fait un travail sur Ibn Arabi dans la mystique musulmane. Et en même temps, je lisais beaucoup Michel de Certeau parce que lui, il était spécialiste de la mystique chrétienne. Et donc, sa manière de lire la mystique chrétienne
la terminologie, les méthodes, la méthodologie, les méthodes, tout ça. Donc j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup bénéficié de sa manière de lire la mystique chrétienne. Donc j'ai un petit peu appliqué ça en lisant la mystique musulmane, notamment Ibn Arabi. Donc j'ai essayé un petit peu d'introduire Michel de Certeau dans ma manière aussi de lire la tradition musulmane, d'un point de vue qui n'est pas traditionnaliste, mais plutôt ouvert aux sciences humaines et sociales, pour révolutionner aussi notre manière de lire la tradition. Et donc tout ça, je l'ai bénéficié de Michel de Certeau en l'étudiant. Parce que après ma première thèse sur Ibn Arabi, et comme j'ai beaucoup avancé dans la lecture de Michel de Certeau, je m'étais dit pourquoi pas un deuxième travail, cette fois-ci en philosophie, parce que le premier c'était en études arabes islamiques. Donc j'ai dit je vais faire un travail en philosophie sur ce domaine-là qui est l'ordinaire et les pratiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément chez nous la philosophie pratique. Et donc j'ai commencé à travailler là-dessus. Et le travail a été dirigé par un professeur philosophe français aussi, c'est Pierre Livet, qui est déjà spécialiste dans ce domaine de la communication, la pratique, la théorie de l'action, la philosophie de l'action, la sociologie de l'action et tout ça. Et il a édité beaucoup de livres aussi dans ce domaine-là. Et donc il m'a demandé justement, quand je suis allé le voir pour ce travail-là sur Michel de Certeau, il m'a demandé pourquoi je m'intéresse à Michel de Certeau alors que je viens d'un territoire qui est complètement différent de Michel de Certeau, donc en quelque sorte deux itinéraires, deux domaines qui ne risquent pas de se croiser. Alors je dis non, au contraire, ça peut se croiser parce que moi j'ai déjà travaillé sur la mystique musulmane et Michel de Certeau il a travaillé sur la mystique chrétienne. Donc déjà il y a ce fil-là, cet itinéraire. Je dis, bon, Michel de Certeau, je travaille sur lui depuis des années déjà, avant même que je commence ma thèse sur Ibn Arabi. Parce que je l'ai découvert, ça remonte aussi à très loin, quand j'étais étudiant ici de philosophie à l'université d'Oran. Il y avait le regretté René Tardy qui a travaillé sur la CDES, la bibliothèque Sophia. Et j'ai découvert un jour que Michel de Certeau avait publié un livre, avait publié un article, une lecture du livre Les mots et les choses de Michel Foucault. Et donc je m'intéressais à l'avoir pour lire cet article-là. Et c'était un choc pour moi parce que déjà Michel de Certeau est très difficile à lire et très difficile à saisir parce qu'il a fait ce mélange, c'est pas un éclectisme, mais c'est comme un cocktail, je vais dire, de plusieurs disciplines, psychanalyse, histoire, philosophie, tout ça, pour lire un objet de savoir. En plus, il a fait dans une perspective rhétorique avec des mots assez difficiles à saisir pour quelqu'un qui n'est pas habitué à la langue française des niveaux assez élevés. C'était mon cas quand j'étais étudiant à l'université d'Aix-en-Provence, Aix-Marseille 1. Et donc, il fallait quand même lire et relire Michel de Certeau plusieurs fois parce que c'était pas facile à saisir son travail. Surtout son chef-d'œuvre. J'espère un jour avoir le temps aussi de le traduire en arabe, la fable mystique. Parce que c'est dans la fable mystique, tome 1 et après tome 2 est apparu plusieurs années après. C'est dans la fable mystique, il donne les fondamentaux de ce qu'est un discours mystique et ce qu'on peut, l'image de la mystique et ce que peut un mystique aussi, ce qu'il peut montrer par rapport à son expérience, par rapport à son vécu. Et en lisant la fable mystique, c'est là où j'ai découvert que le langage avec lequel Michel de Certeau a écrit, c'était vraiment de très haut niveau. De très haut niveau, et qu'il fallait beaucoup de lecture, beaucoup de relire, de lire le travail et de le relire pour pouvoir cerner
ce qu'il veut dire, et, et aussi essayer de trouver aussi le fil conducteur dans ce livre et dans sa pensée en général. Et parce qu'en introduisant plusieurs domaines, plusieurs disciplines, en quelque sorte, il n'a pas facilité la tâche parce qu'il fallait de toute discipline avoir une base, des connaissances, le vocabulaire et tout ça. D'un côté l'histoire, de l'autre côté la psychanalyse, la philosophie, la théologie, tout ça. Donc il fallait en quelque sorte s'habituer, se familiariser avec tous ces courants et ces disciplines, et aussi se familiariser avec le langage. Et donc l'intérêt est venu de là, et après, quand j'ai commencé à réfléchir sur quoi je vais travailler sur Michel de Certeau, parce que c'est vague, il est vague, et il est malléable avec tout courant, toute discipline. Donc on peut le traiter d'un point de vue théologique, d'un point de vue philosophique, psychanalytique, sociologique et tout ça. Donc j'étais en train de penser, bon, moi je viens du domaine de la philosophie, donc forcément il fallait que j'oriente ma lecture de Michel de Certeau vers la philosophie. Et après je dis, selon moi, c'est-à-dire le travail, le domaine qui colle le mieux avec la philosophie, c'est la philosophie pratique. Parce que dans l'invention du quotidien et la culture au pluriel, il donne des éléments essentiels sur la manière de penser la pratique, de penser l'action et de penser les usages. Le rapport du consommateur au produit, notre rapport à la lecture, l'écriture et la lecture, les pratiques urbaines, notre conception de la ville, qu'est-ce qu'une ville et tout ça. Et tout ça, Michel de Certeau l'a traité notamment dans ce livre-là, l'invention du quotidien. Et donc, je m'étais dit, donc, je vais introduire Michel de Certeau en philosophie par le biais de la philosophie. Et donc, ce livre-là, il a tenté en quelque sorte de donner des fondamentaux de la pensée de Michel de Certeau concernant la question de la pratique. J'ai essayé aussi de le placer dans son contexte, donc le contexte de la postmodernité en réalité, ou bien cette conjonction entre la modernité et la postmodernité. Aussi les idées venues d'ailleurs, c'est-à-dire venues des États-Unis qui sont introduites en France au début des années 70-80, et lui il y était pour quelque chose, donc, comme je le rappelais au début. Et j'essayais en quelque sorte aussi de montrer qu'il y avait un certain système dans sa pensée. Parce que quand on voit cet auteur qui était dans la psychanalyse, qui était dans l'histoire, la sociologie, tout ça, la première impression, d'ailleurs ça a été le cas aussi de beaucoup qui ont travaillé sur lui, qui ont écrit des articles et même des livres sur lui, ils ont parlé d'un personnage dispersé, écartelé en quelque sorte, et il avait une manière éclectique d'aborder les sujets contemporains et tout ça, à la manière du philosophe Victor Cousin. Victor Cousin, il a fondé toute une philosophie sur l'éclectisme. On prend de ça, on prend de ça, on prend de chaque domaine, on prend des idées comme ça, on fait un collage. C'est à la manière d'un collage. Alors, mais en disant Michel de Certeau, je dis non, il n'était pas du tout ça, c'est-à-dire il n'était pas dispersé, au contraire, il avait un système vraiment cohérent. C'est vrai, il allait dans l'histoire, il allait dans la psychanalyse, la philosophie, la sociologie, tout ça, parfois la géographie, tout ça, et les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui, parce qu'à cette époque-là, on commençait à peine à découvrir l'interdisciplinarité, la pluridisciplinarité, et les gens, ils étaient cloisonnés dans leur discipline. Donc l'historien, c'est l'histoire, le philosophe, c'est la philosophie, le géographe, c'est la géographie, donc il faut qu'il soit fidèle
à sa discipline, à sa terminologie, et c'était mal vu en quelque sorte d'essayer un petit peu de nourrir les disciplines entre elles. On voyait ça comme une dispersion, comme une divagation parfois, distraction, parce que tout ça empêche de se concentrer sur la discipline, sur l'essentiel de cette discipline pour la faire évoluer, pour la développer, tout ça. Mais le cas de Michel de Certeau, c'était ça, c'est qu'il a été vu comme quelqu'un qui allait dans tous les sens. Mais en le lisant, j'ai trouvé justement que ce n'était pas le cas. Il avait un système, c'est ce que je l'ai marqué dans ce livre-là, sous forme d'une question, y a-t-il un système Michel de Certeau? Et j'ai donné la justification qu'il y avait un système parce qu'il avait une terminologie, il avait une méthodologie, et il a fait ce que j'ai appelé des concepts fondateurs et fédérateurs. Et quels sont ces concepts? Et là, j'ai vu qu'il y avait un triangle. Il a constitué en quelque sorte un triangle d'après trois termes. La mystique, l'histoire et le quotidien. Il y avait un triangle, la mystique, l'histoire et le quotidien. Et la pratique et l'usage, elle vient au centre de ce triangle. Parce que lui, son domaine de prédilection, au départ, c'était l'histoire. Il est historien, parce que Michel de Certeau est défini comme historien. Donc, il a travaillé sur le courant théologique auquel il appartenait, qui était la Compagnie de Jésus, la Compagnie de Jésus. Il était prêtre et il a commencé donc à lire les mystiques jésuites du XVIe, XVIIe siècle à partir de l'histoire. Mais il a révolutionné cette lecture en se basant sur le mouvement historiographique qui commençait à se développer à cette époque-là, comme l'école des Annales, comme Roger Chartier, aussi Michel Foucault sur sa manière de relier l'histoire avec le discours. Et donc, sa lecture du mouvement des Jésuites, c'était quelque chose de révolutionnaire. En plus, donc, il a introduit la psychanalyse pour dire ce qu'il a appelé, lui, cette blessure dans l'histoire des Jésuites, notamment Jean-Joseph Surin, l'expérience mystique de Jean-Joseph Surin, notamment dans ce switch qui s'est produit à l'époque moderne, en passant de ce qu'on appelait l'âge du doute, c'est-à-dire 16e, 17e siècle, ou bien l'âge baroque. C'était ce passage de la modernité aux Lumières, bien de la Renaissance aux Lumières. Donc c'était un passage mouvementé. Et c'était un passage mouvementé, parce que c'était l'effondrement de certaines valeurs, c'était le recul de l'Église, parce que l'Église, à l'époque, elle assurait l'unité à la fois sociale, religieuse et tout ça de l'Europe de cette époque-là. Et donc, lui, quand il a étudié, il a vu qu'il y avait ce tournant-là du 16e, 17e siècle, parce qu'on passait de la Renaissance ou bien de la modernité vers l'âge des Lumières, qui est le 18e siècle. Et il a commencé à lire ce mouvement des Jésuites au sein de ces bouleversements qui se sont produits donc, de ce siècle-là, 16e, 17e siècle. Et les gens ils pensaient que Michel de Certeau allait se contenter de ça, c'est-à-dire de lire une histoire des Jésuites selon les procédés historiographiques en vigueur à son époque, avec l'histoire économique, l'histoire événementielle, l'histoire de la Méditerranée de Fernand Braudel. Mais Michel de Certeau, il a commencé à penser aussi le contemporain. Donc, ce qu'il a fait par rapport au mouvement des Jésuites, c'était le passé récent, celui du XVIe et XVIIe siècle, après l'âge des Lumières, XVIIIe siècle, après la Révolution française, parce qu'il a écrit un beau livre avec Didier Juliat et un autre auteur, ce qu'il appelait une politique de la langue, quand, à partir de la Révolution française, on a commencé à se débarrasser des patois,
et pour réunifier la langue française. Et c'était à la demande des révolutionnaires, et c'était l'abbé Grégoire qui a commencé justement à unifier la langue française en essayant un petit peu d'éloigner les patois et tout, le parler local en Bretagne, en Provence et tout ça. Et en travaillant sur ce travail-là, sur la langue et sur les bouleversements qui se sont produits durant toutes ces périodes-là, à partir de l'âge moderne, les Lumières, et ensuite la Révolution française, c'est la question de l'événement qui a donné à Michel de Certeau de relier le passé avec le présent. Parce que pour lui, le présent, c'est son présent en tant que jésuite. Et le passé, c'est le passé des jésuites auquel il appartenait. Et en pensant le présent, donc il va penser le contemporain, il va penser les pratiques. Et donc, quand on parle de ce triangle-là, histoire, mystique et quotidien, c'est qu'on va essayer de relier tout ça et de créer en quelque sorte une trame. C'est qu'on parle de l'histoire de la mystique, mais aussi le quotidien des mystiques de cette époque-là, dans le passé. On va aussi parler du quotidien d'aujourd'hui à partir de l'histoire passée et notamment l'histoire des mystiques passés. Et c'est là où on voit très bien qu'il a essayé un petit peu à jeter des bases et jeter aussi jeter des ponts entre tous ces points-là qui constituent ce triangle de l'histoire, la mystique et le quotidien. Et donc, ça, c'est le cadre général. Après, il y avait la terminologie, donc ce que j'ai appelé moi les concepts fondateurs et fédérateurs. Ce qu'il appelait l'opérativité, une manière de l'opération historiographique, la manière d'écrire l'histoire, de penser l'histoire, et pas seulement en tant que philosophie de l'histoire, c'est-à-dire des idées et un but, il y a un objectif vers lequel on tend, mais on essaie aussi de penser l'opération historiographique en tant qu'un travail, production d'un texte et réflexion sur l'événement présent, ce qu'on appelle l'histoire du temps présent. Et le concept le plus important dans tout ça, qui est au diapason de sa théorie des usages et des pratiques, c'est cette dualité qui a été beaucoup débattue de ce qu'il appelait stratégie et tactique. Et Michel de Certeau, dans la stratégie et tactique, il a essayé de montrer que bon, c'est une dualité, un concept, une dualité binomiale, c'est-à-dire un concept binomial. La stratégie représente ce qui est stable, plus ou moins cohérent, et qui a une certaine autorité, un certain pouvoir. Et la tactique représente les pratiques, quelque chose qui est en quelque sorte réfractaire à l'ordre et qui crée ses propres conditions d'action et aussi même de révolution par rapport à l'ordre établi. Et en adoptant cette théorie de stratégie et tactique, il l'a appliquée dans tous les domaines, parce qu'il a vu que, y compris dans l'histoire, on a la stratégie historique, c'est des récits adoptés, et la tactique dans l'histoire, ce sont des récits marginalisés, la moralité, la poésie, et tout ça. C'est-à-dire l'oralité par rapport à l'écriture, la poésie par rapport à la rationalité, tout ça. Et quand il a pensé le monde contemporain, le monde moderne, il montrait aussi, par exemple, par rapport au langage, on a l'écriture qui représente la stratégie, on a l'oralité qui représente la tactique. Dans l'espace urbain, on a la ville qui représente la stratégie, et on a les pratiques dans cette ville, les pratiques urbaines, la circulation, la consommation, tout ça, ça représente la tactique. Et donc,
j'ai trouvé justement que tout ça, pour lui, désigne euh, le concept qui pense plusieurs aspects de ce triangle en essayant de les rapprocher et de les fédérer. Et c'est pourquoi j'ai opté pour l'appellation de système. Et je, en fait, je l'ai appelé un système, justement, c'est un système binomial parce qu'il circule, il avance selon cette dualité ou cette dichotomie de la stratégie et tactique. Et donc, pour la stratégie, je l'ai appelé la stratégie scientifique, l'usage du lieu, parce que la stratégie, elle utilise toujours l'espace, c'est l'espace de contrôle, c'est l'espace de voir, comme la caméra par exemple, ça représente aussi une stratégie de contrôler l'espace, de contrôler les actions, le va-et-vient des gens et tout ça. Et j'ai appelé l'antipode en quelque sorte, la tactique ordinaire, c'est l'usage du temps. Donc la stratégie scientifique ici, lui, il a parlé surtout de la stratégie scientifique historiographique en premier lieu, puisqu'il était historien. Donc, elle agit sur l'espace. Parce que l'espace, c'est le lieu où on peut contrôler les actions. Mais la tactique ordinaire, ce que les gens font dans leur vie quotidienne, ça représente justement, ou bien ça s'allie au temps, à la temporalité. C'est-à-dire, si on peut schématiser, on peut dire que l'espace est l'allié de la stratégie et le temps est l'allié de la tactique. Parce que dans la tactique, il y a la mémoire. Et la mémoire est en quelque sorte, c'est ce qui est réfractaire à l'histoire. La mémoire, ce qui est réfractaire à l'histoire. Parce que l'histoire, on établit des faits. Mais la mémoire, elle intègre le symbolique, elle intègre l'imaginaire, elle intègre des histoires de vie, elle intègre les pratiques dans le passé ou dans le présent. Et donc, c'est la mémoire qui permet justement de nourrir les pratiques quand elles sont des pratiques tactiques, parce qu'elles essaient un petit peu de déjouer l'ordre établi ou bien l'ordre imposé et tout ça. Et donc, j'ai trouvé que ce qu'il a pensé, ce qu'il a pensé, c'est-à-dire le contemporain, notre monde moderne, c'était, selon moi, je vais finir là-dessus, c'est très important parce qu'il nous a donné les outils de penser le contemporain. Et selon moi, d'ailleurs, l'année prochaine, ce sera le centenaire de sa naissance. Et pour moi, selon moi, il est toujours d'actualité parce que lorsqu'on pense aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui, la montée de l'extrémisme, l'effondrement de certaines valeurs, la guerre aujourd'hui et tout ça, et on le pense avec les outils, avec la terminologie de Michel de Certeau. Justement, la stratégie représente l'ordre impérial qui s'impose. Et la tactique, elle représente la résistance en quelque sorte. On essaie un petit peu de résister à cet ordre, et ce système globalisé qui s'impose avec la force, souvent avec la force et rarement avec la loi. Donc, j'ai trouvé que ce que Michel de Certeau a proposé dans ses travaux est d'une actualité qui est indémodable. Selon moi, Michel de Certeau reste l'auteur qui n'est jamais démodé, qu'on peut le lire et le relire, et on trouve toujours ce qu'il a écrit, ce qu'il dit, ça a toujours un rapport avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et surtout dans son livre La culture au pluriel, quand il parle de l'éducation, de la crise de l'éducation, la crise de l'école, l'université, le recul du savoir et tout ça, et ce qu'on vit aujourd'hui, tout ça, toutes ces crises-là, aussi par rapport à notre quotidien, l'école, l'université, le savoir et tout ça, eh ben, ce qu'il a proposé ça déjà dans les années 70. En le lisant ce livre-là, on trouve aussi que ce qu'on vit aujourd'hui a beaucoup de ressemblances
de similitude avec ce qui prévalait à cette époque-là, dans les années 60, 70 et 80. Si en plus on rajoute aujourd'hui les drames qu'on vit aujourd'hui avec les guerres, la guerre en Europe, la guerre au Moyen-Orient, la montée de l'extrême, des extrémismes, tout ça, et tout ça, selon moi, je trouve qu'on peut trouver beaucoup de réponses dans l'œuvre de Michel de Satan. Voilà, donc ça c'est grosso modo, j'ai essayé de résumer ce que Michel de Satan a proposé comme lecture, comme cartographie de livres et mon impression à partir de ce livre-là, et ma relation aussi avec Michel de Satan, son œuvre et tout ça. Voilà, je vous remercie.